Bonjour, bonsoir chers compatriotes, vous tous qui nous suivez sur www.tchangu.com, la web télé la culture de l'excellence. Je suis Fabian Var Kouswani Wabuka Kabakata Kapungwa Mundedi Mianamia Kongungunga Kuputu. Je suis ici derrière moi, c'est l'entrée principale d'une salle à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Eh bien, le cadre a été choisi par l'ASBL Change et également l'ASBL animé par Madame Mandaïla pour organiser une conférence dont l'orateur principal était l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Adolphe Muzito. Alors, il était question de parler des défis en République démocratique du Congo. La même conférence a connu également la participation des gens de l'UDPS, des cadres de l'UDPS qui sont venus présenter les conclusions de Genval. Comme vous le savez, le conclave a eu lieu ici à Bruxelles, disons à quelques kilomètres de Bruxelles, autour d'Étienne Tshisekedi. Des résolutions ont été donc adoptées. Eh bien, elles ont été ici présentées aux étudiants et à tous ceux qui ont fait le déplacement. Avant que je ne vous propose, disons, un extrait de la conférence de monsieur Adolphe Muzito, je vais d'abord appeler Madame Mandaïla, qui est donc là, qui va essayer un peu de circonscrire. S'il vous plaît, Madame Mandaïla. Donc, avant que je ne vous propose un extrait de la conférence de monsieur Muzito, je vais d'abord faire appel à Madame Mandaïla qui est là. Je vous en prie. Qui va nous parler un peu des objectifs de cette conférence. Alors, regardez peut-être là, venez ici, madame. Voilà. Alors, vous venez d'organiser cette conférence avec le Premier ministre. Finalement, quels sont les objectifs que vous poursuiviez dans cette conférence? Les objectifs qu'on poursuit, c'est pas seulement dans cette conférence, mais c'est dans le cycle de conférences que nous avons planifié avec les jeunes de Change et les cercles des étudiants de l'ULB et de l'UCL. On espère que d'autres jeunes vont nous rejoindre. C'est vraiment de dialoguer avec les acteurs politiques par rapport à la situation qui prévaut en RDC actuellement et la situation passée aussi, voir les perspectives d'avenir. Donc c'est dans cette optique-là qu'on organise cette série de conférences avec les acteurs politiques et nous lançons un appel à d'autres. Donc le premier, on a su qu'il était là, il a répondu favorablement à cette invitation. Donc nous attendons la confirmation de M. Kamere à qui on a lancé l'appel, à M. Félix Tshisekedi de l'UDPS aussi, et voilà, à tous les acteurs politiques, Moïse Katumbi, s'ils peuvent venir aussi à cette tribune, l'université est ouverte. Je pense que c'est vraiment un lieu approprié de discussion, de débat, et on n'est pas en aparté, mais on est vraiment là où il y a la connaissance, et donc c'est dans cette optique que nous voulons faire cette série-là, et nous le ferons généralement, si possible, à l'ULB. Alors le terrain est aussi réputé un peu sensible, il faut le dire. Vous parlez des politiques, et ici parfois il y a certains leaders politiques qui ne sont pas les bienvenus. Vous comprenez de quoi je veux parler. Est-ce que finalement votre conférence, je le disais tout à l'heure, on va montrer les images, mais il nous semble bien que c'est déroulé dans des bonnes conditions. Quelles sont les mesures qui l'ont entouré pour que justement que ça se passe bien, alors qu'il y avait des combattants, il faut le dire. Tout à fait. Mais dans un premier temps, en fait, on a dit c'était dans un esprit de dialogue. Donc ce que nous avons fait, nous avons pris langue aussi avec des combattants pour leur expliquer les enjeux par rapport au pays. Les jeunes ont dit nous on a envie d'apprendre, on a envie de connaître parce qu'on entend par l'intermédiaire des médias, par des ondits. Nous voudrions réellement, quand il y a ces acteurs politiques, les entendre, les écouter. C'est pas parce qu'on les entend que nécessairement on adhère à leur position ou à leur politique, mais nous voudrions d'abord les écouter, les entendre, poser des questions, nos questions, et avoir des réponses concrètes. Vous avez entendu vous-même les jeunes. Nous voudrions, Monsieur le Premier ministre, une réponse concrète sans langue de bois. C'est dans cette optique-là que nous voulons travailler, et c'est ça qui a fait que nous avons pris langue avec les combattants, tant les jeunes que moi-même, avec certains, pour leur dire voilà, venez discuter, dialoguer. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Mais est-ce que c'est nécessaire de nécessairement créer un climat des conflits ou un climat donc voilà, c'est que nous dénonçons tous par rapport à ce qui se passe au Congo, surtout à l'Est, les violences faites aux Congolais, les violences faites aux femmes. Pourquoi est-ce qu'entre nous Congolais, il faudrait nécessairement qu'il y ait cette violence-là? Mais voilà, ça a été entendu, et j'espère en tout cas que ça va continuer dans cette voie-là. Et je voulais vraiment saluer les combattants qui étaient dans la salle, qui ont vraiment posé des questions très très pertinentes et qui ont amorcé en fait ces dialogues que j'espère continuera.
Le dialogue, voilà, il semble que c'est dans l'ADN de l'Africain ou du Congolais. Merci Madame Mandaïla. Merci, voilà. Vous êtes toujours branché sur www.tchangou.com, la web télé de la culture de l'excellence. Vous avez vu là Madame Gisèle Mandaïla, en tout cas, elle est co-organisatrice de cette conférence. Alors, trêve de commentaires, trêve de bavardage. Allons dans le vif du sujet. Je vous propose donc, ce qu'a été un bref, disons, un extrait de l'échange entre Monsieur Mouzito, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, et le public représenté par exemple dans l'extrait que je vous propose par les jeunes étudiants de l'ULB. Monsieur le Premier ministre honoraire, vous avez fait 4 ans au pouvoir, 2008-2012. Aujourd'hui, vous énumérez justement plusieurs mots du Congo. Quel bilan faites-vous de votre gouvernement? Quelles sont les bonnes choses que vous avez apportées à la société congolaise? Et quelles sont les choses que vous regrettez avoir fait? Et donc, pour ce dernier, que feriez-vous de différent? Merci bien. Vous allez permettre que je réponde avant de passer à la question suivante. Merci beaucoup que vous m'ayez donné cette occasion parce qu'elles sont rares. Je n'ai pas beaucoup communiqué quand j'étais au pouvoir, encore que là aussi, étant donné les urgences du pays. Vous savez, quand on est dans une salle, la salle, on appelle salle intensive, le médecin ne parle pas beaucoup, il est plutôt au travail. Bien. Je ne sais pas si mes collaborateurs ont prévu d'indiquer plus ou moins quel est l'héritage quand nous arrivons en 2006 au pouvoir. Nous allons prendre quelques comptes caractéristiques, quelques comptes sociaux pour indiquer... mais globalement, mon gouvernement... Est-ce que Alain, vous êtes prêt? Bon, quand nous arrivons en 2006, globalement, je voudrais indiquer que mon gouvernement avait essentiellement 3 missions. Mettre fin à la guerre qui sévissait à l'est du pays. Stabiliser le cadre macroéconomique et obtenir l'annulation de la dette de la part des bailleurs multi et bilatéraux en étant un programme avec le FMI et en respectant les critères quantitatifs, qualitatifs, bref, l'ensemble des réformes auxquelles nous devions nous soumettre pour remplir les critères d'annulation de la dette. Amorcer, chercher de ces faits, parce que le pays, après l'annulation de la dette, pouvait avoir une dette qui soit soutenable, mais à des conditions concessionnelles. Et mobiliser de ces faits, après annulation de la dette, les ressources étrangères essentiellement, pour financer la construction ou l'amorce du développement des 5 chantiers, qui était un concept qui ramenait aux infrastructures de base. Une fracture économique et sociale. J'indique aussi qu'en passant, qu'en 2006, quand nous arrivons, les budgets de l'État s'est chiffré à 900 millions de dollars, s'il vous plaît. Nous étions en dessous de 900 millions de dollars pour tout un État que vous connaissez, un demi-continent. Les PIB étaient autour de 16 milliards de dollars. 16 milliards de dollars, PIB. Nous sommes à 40 milliards aujourd'hui. Nous avions une dette de 14 milliards de dollars dont il fallait obtenir l'annulation, mais ça supposait qu'on travaillait, on restait en programme. Mais quand nous arrivons, les FMI avaient plié bagage, parce que le gouvernement qui nous avait précédé, qu'on a appelé les fameux 1+4, avait rompu tous les équilibres et avait jeté dans les poubelles les réformes qui faisaient que les FMI soient avec nous et nous accompagnent pour qu'on atteigne aussi bien l'annulation de la dette, mais aussi les appuis budgétaires, ainsi que les appuis à la balance des paiements. Quand nous sortons, disons d'ailleurs, l'année suivante, 2007, on a fait un budget d'1,6 milliard, plus ou moins les doubles du budget qu'on avait trouvé. 1,6 milliard. Parce que nous savions capitaliser l'assiette fiscale du pays. 1,6 milliard. On a exécuté 1,5 milliard. C'est que le pays n'avait jamais atteint auparavant. Mais en travaillant avec et d'ailleurs, nous aurons aidé les FMI en ce que nous, pour la première fois, on pouvait travailler sous l'égide du FMI, mais augmenter les salaires. Parce que la tradition, y compris au niveau international, c'est que vous êtes avec les FMI, c'est des coupes budgétaires, c'est des réductions de salaires, c'est des assainissements d'administration. Nous, on a montré qu'on était... Mais sachez qu'il s'agit d'un gouvernement réputé communiste. Hein. Les Palous étaient réputés communistes. Et nous avons démontré à nos amis traditionnels
vis-à-vis de qui nous, on est reconnaissants, même si on a été mal compris. On a montré que nous étions nationalistes et non pas communistes. Mais aussi, nationaliste signifie pas les refus de l'autre, les replis sur soi. Nationaliste en ce que nous sommes dans un défi d'édification d'une nation. Et qu'il faut une nouvelle intelligence différente de celle d'une ex-colonie. Et puis une ex-colonie. C'est un défi vis-à-vis de soi-même. Il faut construire la nation, il faut une politique. J'ai parlé ici de l'existence de la nation congolaise que j'ai remise en cause. Et donc, on a travaillé avec les partenaires occidentaux, nous avons respecté les procédures très rigoureuses. Et pour la première fois dans l'histoire du pays, toutes les revues avec les FMI et la Banque mondiale étaient concluantes. Et nous avons obtenu, parce que finalement, nous étions au gouvernement de gauche, tout au moins dirigé par un parti de gauche, obtenu qu'on attribue 40% du revenu en ressources propres de l'État au salaire. Parce que nous croyons beaucoup au salaire, à la consommation comme moteur de l'économie. Pour un pays dont l'arrière, le monde rural n'est pas monétarisé, en donnant les salaires aux petits fonctionnaires, et parce que là, nous avons quintuplé les salaires. On a trouvé les fonctionnaires. Le plus petit touché $10, on l'a porté à $70. Et parce que le budget l'a permis. Ce que les FMI exigent, c'est que vous ne puissiez pas vivre au-delà de ce que vous avez. Et que si vos revenus augmentent, vous pouvez augmenter vos dépenses, y compris les dépenses sociales. Nous avons obtenu du FMI qu'il accorde que parce que nous avons obtenu l'annulation de la dot et que nous étions désendettés, nous pouvions nous réendetter. Mais à des conditions qui soient concessionnelles, c'est-à-dire qui ne soient pas prohibitives, qui nous permettent de rembourser grâce à l'augmentation progressive de la production, et parce que les délais de remboursement, c'était au-delà de 25 ans. Et donc, on a obtenu 6 milliards avec l'accord du FMI, parce que le FMI n'acceptait pas que nous venions de nous désendetter ou désintoxiquer, qu'on reprenne avec la drogue de l'endettement. Mais il était convenu qu'une bonne dette, d'une hauteur supportable, avec des conditions assez concessionnelles, 5% là, sur 50 ans, plutôt sur 25-30 ans, était à notre portée. Et on a mobilisé 6 milliards de dollars comme crédit chinois, qui devait financer et les financements, plutôt qui devaient financer et les projets miniers, en partenariat avec Gécamine, et les infrastructures de base. Aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'on allait, parce que nous, quand on mobilisait, c'était plus ou moins, on a matérialisé ces projets à la fin de notre mandat, vers l'année 2010. Les autres ont-ils mobilisé dans quelle proportion ces crédits? J'indique en passant que si Comine est déjà en place, c'est l'unité qui va produire, même au-delà en termes de production, ils ont dépassé les millions de tonnes, c'est même au-dessus des Tenkefo, mais qui était récemment une entreprise de droit américain qui aujourd'hui a été vendue par les Américains à un consortium chinois. Et donc, nous avons amorcé la construction. Si ceux de vôtres qui ont été à Kinshasa, ils vont vu que ça bougeait à travers Kinshasa, mais aussi à travers le pays, avec les infrastructures, et la voirie, et puis on a lancé les projets des barrages pour l'énergie hydroélectrique à travers le pays, dans les bandes d'Odo-Kassai, au Katanga, etc. Et les économies qu'on a réalisées, permis au pays de réaliser sur les échéances du FMI ou sur les services de la dette, qui à cette époque-là s'est chiffré à plus ou moins 600 millions de dollars par année, qu'il fallait payer, et nous, on devait payer. J'indique aussi que quand nous payons, ça ne nous a pas empêché d'augmenter le salaire de le payer sans recourir à la planche à billets. L'actuel gouvernement, je ne fais pas une polémique, l'actuel gouvernement a 200-300 millions d'économies, puisque la dette a diminué, les échéances aussi, c'est-à-dire la charge du service de la dette, à des économies qui lui permettraient, qui devaient lui permettre de faire le social. Et donc, les travaux ont commencé. Nous avons augmenté aussi bien le nombre de médecins publics du secteur public. On est passé de plus ou moins de 4 à 6 000 nouveaux médecins et on a doublé les salaires puisque le médecin d'aujourd'hui touche 1 000, 1 500. Ce n'était pas le cas à notre arrivée parce qu'ils étaient en dessous des $400. On a trouvé 900 professeurs d'université en RDC. On a doublé. Aujourd'hui, on est à 2000, disons, avant mon départ. 2 fois plus de professeurs d'université. Il y en a parmi vous qui seraient tentés, qui ont été tentés ou qui ont accepté de venir quand même.
même si ce n'est pas viable, même si l'environnement global ne permet pas qu'un transfert d'université descende, mais ça donnait quand même une bonne perspective. Malheureusement, ça n'a pas continué, les augmentations. Nous avons augmenté le nombre de magistrats. Voilà, vous avez suivi donc le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito répondant aux questions des gens qui étaient donc présents dans cette conférence, notamment des jeunes de l'ULB. Là, je suis d'ailleurs avec une jeune qui a aussi posé une des questions. Alors finalement, vous avez suivi le Premier ministre au sortir, satisfaite en ce qui vous concerne de tout ce qui a été dit, de ses prises de position et de la matière dont a été question en tout cas lors de cette conférence? Je n'ai pas tout à fait totalement été satisfaite parce qu'en fait c'était un discours purement politique où on essaie beaucoup de se protéger alors que le but de cette conférence justement était de parler à cœur ouvert face aux jeunes, aux étudiants et aux futurs cadres de la RDC et justement on voulait avoir des réponses plus vraies et moins enjolivées. Mais le Premier ministre a quand même essayé de toutes ses manières, il a essayé de nous répondre quand même à toutes les questions et à chaque intervenant. Alors finalement, qu'est-ce que vous avez souhaité entendre que vous n'avez pas entendu? J'aurais aimé qu'il nous fasse un exposé parce que tantôt on nous a fait un exposé statistique, idéologique aussi sur les enjeux de la RDC. J'aurais aimé que toute l'étude qui a été présentée soit faite sur base du mandat qui a été exercé par le Premier ministre lui-même, donc de 2008 à 2012 en tant que Premier ministre. J'aurais aimé que les critiques apportées par exemple au taux de chômage, aux problèmes d'idéologie et tout ça, problèmes de leadership, aux problèmes sociaux, soient basées sur une étude faite sur son propre mandat à lui. Parce que justement le but c'est d'expliquer au peuple le mandataire qu'on a choisi de nous diriger, pourquoi il a pris telle décision, comment a été son bilan, comment est-ce qu'il a réagi par rapport à certaines situations de notre pays et si après son mandat il a instauré un système qui a pu se maintenir pour pouvoir évoluer dans les années qui allaient suivre, donc actuellement en 2016 par exemple. Donc en termes clairs, vous auriez souhaité qu'il parle plus de son bilan, de ses acquis, que de parler par exemple de critiques ou de ce qui compte faire, ou disons de ce que le pays devrait faire. Plus précisément, confronter les enjeux qu'il nous a exposés à son propre mandat, à lui, à son propre bilan et au bilan de son parti. Merci en tout cas mademoiselle, merci. Voilà, là c'est donc une participante à cette, disons, à cette conférence d'Adolphe Muzito. Vous l'avez entendu, de façon démocratique. Elle n'est pas satisfaite de la conférence, de ce qui a été dit. Donc prochainement, il faudra peut-être que, j'espère que M. Muzito est en train de nous suivre, confronté à ses acquis, ses réalisations, à ce qu'il est en train de dire par rapport à aujourd'hui, disons, tout ce qui est décliné dans ces différentes tribunes. Merci en tout cas à vous tous de nous avoir suivis. C'est ici donc que je mets un terme à cette tranche d'émission. Je vous retrouve certainement lors d'une prochaine intervention et d'ici là, portez-vous très très bien. Peace and love frères, ainsi soit-il, et ce qui est dit est dit.